Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir aussi nombreux. On a vraiment beaucoup de personnes, on est surpris par le succès de cette série d'une idée. Donc, je voulais vous remercier tous pour votre présence. Je vais me présenter rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Mehdi Zakaria, je suis consultant cybersécurité, fondateur de la société une idée. Et puis il y a également Mohamed Malek qui est avec nous, qui est consultant sécurité spécialisé en protection des data centers. Bonjour tout le monde, je me présente Malk Mohamed. Je vous remercie pour votre présence et j'espère que vous êtes bien installés. On va démarrer dans un petit moment. Avant de démarrer, comme vous l'avez pour certains d'entre vous remarqué, nous avons lancé depuis le début du Covid-19 en Algérie un certain nombre de mesures pour accompagner gratuitement tous nos clients sur pas mal de volets. Le premier volet, c'est le conseil en matière cybersécurité pour ne pas rajouter une crise cyber à la crise Covid-19. Très concrètement, c'est un accès total à notre support technique, un accès total en matière d'audit. Vous souhaitez mettre du télétravail, vous nous appelez, on vous aide à le faire. Vous souhaitez valider que vos infrastructures sont suffisamment sécurisées pour pouvoir faire du télétravail. On va en parler justement, c'est le sujet d'aujourd'hui. On vous aide. On a également mis en place des guides donc, autour de la cybersécurité et du télétravail. Et puis, cette série de webinars qu'on organise tous les 10 jours, toujours autour du télétravail et autour des thématiques qui aujourd'hui intéressent au plus haut point les entreprises à travers le monde, les entreprises en Algérie en particulier. Toutes ces initiatives sont disponibles sur nos différents réseaux sociaux et sur notre site internet. Donc, n'hésitez pas. On est vraiment là pour nos clients. On est là pour vraiment vous accompagner aussi longtemps que la pandémie va durer. Encore une fois, merci beaucoup pour être présent et surtout d'être présent en aussi grand nombre. Il y a deux phases dans cette unidée. Il y a une partie que je vais présenter et puis une seconde partie que présentera mon collègue Mohamed Malek, notamment une démonstration technique live sur la plateforme de télétravail sécurisé. Vous avez à votre disposition la possibilité de poser des questions tout au long de ce webinaire. Donc, sur Team, posez vos questions. N'attendez pas la fin. Posez vos questions. Si c'est une question qui est sur un sujet que je suis en train de traiter, j'y répondrai immédiatement. Si c'est un sujet qui sera présenté un peu plus loin, j'y répondrai plus tard. Sinon, si c'est des questions générales, j'y répondrai à la fin de cette unité. Voilà, on va démarrer. Comme vous l'avez vu lorsque vous êtes inscrit à ce webinaire, on a proposé un petit sondage. En fait, l'objectif, c'est vraiment de mesurer est-ce que nous sommes en face d'un phénomène restreint en matière de télétravail ou au contraire, nous sommes devant un phénomène massif en Algérie, hein, j'entends, par rapport à ce télétravail. On a proposé 3 questions. La première question, c'était en fait la première question, faites-vous du télétravail? En fait, on a posé la question à ceux qui se sont inscrits. Donc, c'est essentiellement une population d'Haïti, une population technique. Donc, la réponse, elle est sans appel. Vous avez répondu à 88% oui, vous faites du télétravail. Donc, nous avons une grande majorité de personnes qui sont connectées aujourd'hui avec nous, qui sont connectées à distance, donc à travers leur connexion personnelle, à travers peut-être leur laptop personnel ou leur laptop professionnel, mais en tout cas, ils sont en situation de télétravail. Donc, c'est une vraie thématique, au moins pour la population Haïti. Nous avons posé une seconde question. Est-ce que vos collègues, votre entreprise a mis en télétravail une majorité d'employés, donc 50% ou plus? On a également une majorité de personnes qui ont répondu oui. 61% des entreprises aujourd'hui qui ont répondu à ce sondage-là ont mis en télétravail plus de la moitié de leurs collaborateurs, plus de la moitié de leurs salariés
en travail à distance. C'est ce qui explique très concrètement pourquoi très tôt, il y a un peu plus d'un mois, on s'est un petit peu permis de prendre à notre compte ce sujet-là en tant qu'entreprise de cybersécurité pour à la fois le débattre en interne, très concrètement lorsqu'on parle de télétravail, de quoi il s'agit, et ensuite, en matière de cybersécurité, est-ce qu'il y a un réel risque de mettre en télétravail, souvent dans l'urgence, nos collègues, nos collaborateurs. On y a répondu lorsqu'on avait fait le séminaire il y a 10 jours, le 2 avril, sur la sécurité du télétravail avec le top 10. Et on va essayer d'y répondre aujourd'hui, justement par rapport à la troisième question. Et on va vraiment se focaliser sur cette troisième question tout au long de ce webinaire. Quel est l'outil utilisé pour vos accès distants et ceux de vos utilisateurs? On a plusieurs réponses possibles. Certains ont répondu à un VPN, donc effectivement, nous sommes devant des cas très généraux VPN, d'accord. D'autres ont précisé VPN SSL, d'autres ont mis des VPN IPsec. Et puis, nous avons cette réponse-là qui est surprenante. On va essayer de répondre tout à l'heure. TeamViewer. Est-ce que TeamViewer aujourd'hui est considéré par 20% des entreprises qui ont répondu à ce sondage-là comme étant un outil de télétravail? On verra éventuellement les risques d'utiliser soit un VPN SSL, un VPN IPsec, ou soit utiliser TeamViewer. N'hésitez pas encore une fois à poser toutes vos questions tout au long du séminaire. On va essayer d'y répondre au fur et à mesure. L'objectif principal, il est de poser les deux pieds sur un sujet qui est très mal connu en fait, tout simplement parce que la population historiquement qui faisait du télétravail, c'est la population IT. Concrètement, le télétravail, c'est accéder à mes applications, à mes outils de travail à distance. C'est ça le télétravail. Donc historiquement, ça a été l'IT qui utilisait ces outils-là. Donc évidemment, nous sommes en train de le voir depuis quelques semaines. Il y a une frontière qui est en train de disparaître entre l'IT et les employés, entre guillemets, lambda. Finalement, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises sont en train de mettre en télétravail, de trouver des solutions, quelquefois des solutions d'urgence, quelquefois des solutions qu'ils ont sous la main, souvent, malheureusement, des solutions qui ne sont pas sécurisées ou qui n'ont pas, en tout cas, les prérequis nécessaires pour pouvoir faire du télétravail en sécurité. L'objectif principal, lorsque vous avez, vous, en tant que IT, en tant que support, en tant que DSI, cette décision-là d'entreprise de mettre des utilisateurs en télétravail, vous avez deux défis. Le premier, c'est de mettre à disposition des outils, évidemment sécurisés, qui vont permettre de donner un accès aux ressources informatiques, un accès aux infrastructures, un accès finalement aux applications métiers. Le deuxième défi, ça va être le support. Il va falloir continuer à faire du support technique, à faire du support de mon infrastructure, à faire les mises à jour qui sont bien, à vérifier que mon système d'information, que mon data center, que mes applications respectent toutes les mesures de sécurité, soient disponibles, que la confidentialité soit totalement respectée, etc. Alors que vous avez une population, d'après le sondage, plus de 50% de la population des entreprises en Algérie est en train de passer en télétravail. Vous avez une population qui va non plus se connecter de l'intérieur de l'entreprise, mais se connecter de l'extérieur. Donc il est très important d'examiner l'impact que va avoir ce nouvel usage sur la sécurité, la fiabilité et la réputation de votre organisme. On le verra tout à l'heure avec certaines cyberattaques qu'ont vécu certains organismes en Algérie et qui met à mal en fait leur réputation, tout simplement parce que les moyens qui ont été mis à disposition pour le télétravail ont permis à des cyberattaquants de pénétrer l'entreprise. C'était en fait la faille. L'impact sur le coronavirus, il est très clair. L'objectif, c'est vraiment de trouver l'équilibre entre sécurité et productivité. Ça n'a jamais été autant critique qu'aujourd'hui. Il va falloir continuer à donner accès aux outils pour que l'entreprise puisse permettre à ses employés de travailler, donc de faire de la continuité d'activité, de faire de la productivité, mais également d'assurer le minimum en matière de sécurité. Ce changement de modèle, évidemment, va mettre à rude épreuve
votre réseau informatique, vos applications, vos services. Deux cas de figure très clairs qu'on remarque de plus en plus. Les firewalls qui sont déployés aujourd'hui dans les entreprises n'ont pas prévu d'avoir une grande majorité d'utilisateurs qui se connectent de l'Internet vers l'intérieur. Nous avons mis en place des firewalls, vous avez mis en place des firewalls pour avoir des utilisateurs qui se connectent de l'intérieur sur des applications métiers et puis une population qui va se connecter à travers un proxy, qui va se connecter à son tour sur un firewall pour sortir sur Internet. Donc nous n'avons pas du tout les mêmes besoins en matière de connexion simultanée, en matière de bande passante, en matière de sécurité. Et puis il y a un autre volet, c'est l'accès Internet. L'accès Internet n'a pas été dimensionné pour accueillir en télétravail, en entrant, une population importante. On parle de plus de 50 ans les employés. C'est des défis évidemment qu'il va falloir prendre en compte pour, sans faire trop de changements, parce que vous ne pouvez pas demain acquérir un nouveau firewall, il mettra peut-être 90, 120, 150 jours à être livré, alors qu'on vous demande au niveau de la direction de mettre très rapidement, quelquefois dans quelques jours, des moyens pour que les utilisateurs puissent travailler comme s'ils étaient au bureau. Les risques en matière de cyberattaque, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, je pense que vous lisez tous la presse. On avait fait tout un séminaire autour de ça, tout un webinaire autour de ça le 2 avril sur vraiment les risques aujourd'hui qu'encourent les entreprises en matière de cyberattaque liées directement au coronavirus. Comme vous pouvez le voir, les attaquants en profitent. Les attaquants savent utiliser l'actualité, savent utiliser la crédulité des utilisateurs pour abuser de leur faiblesse et leur envoyer tout simplement des emails qui parlent de vaccins, des emails qui parlent de traitement, des emails qui parlent de maps sur la pandémie, à quel niveau elle se trouve au niveau mondial, etc. L'objectif, évidemment, c'est d'attirer l'utilisateur pour qu'il puisse cliquer sur un lien qui va uploader un fichier malveillant. Une fois que le fichier malveillant il est sur le poste de travail, surtout avec les attaques de nouvelle génération que vit notre pays depuis quelques semaines, il est très compliqué de les arrêter. Donc l'objectif, c'est de trouver des moyens pour les arrêter en amont et on va le voir dans un petit moment. Les domaines clés en matière de risque, très concrètement, ça va être l'accès à distance. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, l'accès à distance, on ne parle pas de télétravail nécessairement. La grande majorité des cyberattaques depuis quelques années, la grande majorité écrasante des cyberattaques depuis quelques années, c'est l'accès à distance. C'est une entreprise qui a ouvert un port sur Internet, un port RDP, un port SSH, un port d'administration pour un prestataire, pour un utilisateur, pour un administrateur. Et l'attaquant va profiter de cette ouverture sur Internet pour l'utiliser à des fins criminelles. Ça, c'est vraiment le premier vecteur d'attaque aujourd'hui, c'est l'accès à distance. Évidemment, lorsque c'était une population avertie, ça pouvait être géré, même si, encore une fois, il y a eu beaucoup de cyberattaques sur cette population avertie. Lorsque vous avez plus de 50% de vos employés qui sont à distance, ça devient évidemment une assiette d'attaque qui va être de plus en plus importante et qui va être surtout de moins en moins facile à maîtriser. Deuxième domaine clé de risque, c'est les identifiants non gérés. Très concrètement, quand vous mettez à disposition du télétravail, avec quel identifiant l'utilisateur va se connecter? Il va se connecter avec un mot de passe, il va se connecter avec un compte, il va se connecter éventuellement avec une clé que vous partagez. Cette clé partagée, est-ce qu'elle est unique par utilisateur? Est-ce qu'elle est partagée par plusieurs utilisateurs? Derrière l'ordinateur, qui se connecte réellement? Est-ce que c'est vraiment mon salarié? Est-ce que c'est l'enfant de mon salarié? Est-ce que finalement ce n'est pas un cyberattaquant qui va se connecter derrière les crédentiels? Donc ça, c'est vraiment un défi et un domaine clé. Troisième domaine, c'est l'informatique dans l'ombre de l'IT et les outils non sécurisés. C'est un petit peu ce qu'on a vu dans le sondage, c'est le fait d'utiliser des outils qui ne sont pas forcément proposés par l'IT, qui ne sont pas forcément proposés par des sociétés dont c'est le métier, pour faire de l'accès distant. On va trouver du VNC, on va trouver du TeamViewer, on va trouver du partage d'ordinateurs à travers du RDP. Je vais autoriser sur mon firewall l'accès en RDP sur un poste de travail, sur un serveur. Je vais, en tant qu'utilisateur, partager un document sur Internet, sur un cloud public pour pouvoir collaborer sur un document avec mon collègue qui est également chez lui. Tout ça, en fait, c'est vraiment un domaine clé. On va essayer de le voir ensemble. Et puis, évidemment,
l'incapacité à atteindre la conformité. Malgré le coronavirus, malgré le travail à distance, il va falloir continuer à maturer sa sécurité pour être conforme aux différentes réglementations qui existent, et en particulier les réglementations algériennes dans le domaine. Il n'est pas question de réduire son niveau de sécurité parce que coronavirus. Il n'est pas question de réduire son niveau de sécurité parce que nous sommes en télétravail. Il ne faudrait pas, et ça on le dit depuis quasiment le début du coronavirus, il ne faudrait pas rajouter à la crise du Covid-19 une crise cyber. On l'a vécu avec certains clients, c'est dramatique. Au lieu de s'occuper de trouver des moyens pour que les utilisateurs travaillent correctement, on va s'occuper à restaurer un système qui a été cyberattaqué. Ça, c'est vraiment les domaines clés sur lesquels il va faire attention. Il va falloir faire attention lorsqu'on va mettre en place du télétravail. L'accès à distance, encore une fois, premier vecteur d'attaque. On va mettre à disposition des privilèges, on va élargir la surface d'attaque. Les acteurs de la menace vont trouver plus facilement des voies d'accès. Encore une fois, quand vous avez uniquement le port 443 ou le port 80, lorsque vous autorisez uniquement la navigation sur Internet, demain, avec du télétravail, vous allez avoir probablement d'autres ports qui vont être ouverts. Donc, la surface d'attaque va être plus importante. Vous allez exposer votre système d'information. La plupart des organisations de sécurité ne connaissent tout simplement pas toutes les voies d'accès à distance utilisées par leurs employés et fournisseurs. Et puis, une chose qui est très importante, c'est qu'il va falloir disposer d'outils qui vont vous permettre de surveiller tout ça. Parce que surveiller des utilisateurs, ou plutôt auditer, superviser des accès utilisateurs internes, c'est une chose. Superviser, auditer des accès à distance pour du télétravail, c'est totalement autre chose. Lorsque vous êtes un utilisateur qui travaillait à l'intérieur d'entreprise, a priori, l'employé, sauf exception, travaille selon des horaires de travail et selon un planning hebdomadaire. A priori, le week-end, nous avons moins d'utilisateurs au sein du réseau informatique. Faire du télétravail, c'est potentiellement avoir des accès 24/24, 7 jours sur 7. Et sur ces 24 heures sur 7 jours, quels sont les accès légitimes? Quels sont les accès illégitimes? Sur ces accès légitimes, est-ce que je n'ai pas un comportement d'un utilisateur sain finalement à un comportement malsain? C'est toutes ces questions qui vont nécessiter d'avoir des outils qui vont vous permettre à la fois de disposer des bonnes informations pour prendre les bonnes décisions, mais également de pouvoir centraliser l'intégralité des logs qui vont vous permettre l'accès à distance de vos utilisateurs. Les identifiants non gérés, bon, je pense que c'est clair pour tout le monde. L'objectif, c'est d'avoir le même niveau de sécurité que lorsque l'utilisateur se connecte à distance. Il n'est pas question de partager des mots de passe, il n'est pas question de partager des comptes, il n'est pas question de limiter la sécurité des comptes d'accès parce qu'on est à distance. Une des règles fondamentales, et on l'a vu le 2 avril lors de notre premier webinaire sur le sujet, c'est d'activer la double authentification. Il ne faut pas espérer avoir un niveau de sécurité en matière d'authentification à distance si on continue à s'authentifier de manière unique avec un seul couple compte mot de passe. La double authentification devient une obligation tout simplement parce que ça fait partie des réflexes d'un attaquant. Un attaquant ne pourra jamais pénétrer un système s'il n'a pas les privilèges pour entrer sur ce système-là. Et donc, il va falloir limiter pour l'attaquant, s'il a accès à un compte, uniquement le premier compte. Le deuxième, il faut que ce soit évidemment des moyens différents qui vont permettre d'identifier l'utilisateur de manière certaine et unique. Et on va le voir tout à l'heure, notamment avec la démonstration de Mohamed. Évidemment, sur un canal entre un poste de travail et votre infrastructure, même si vous mettez en place un VPN, d'accord, donc ça va chiffrer a priori toutes les communications entre l'ordinateur de votre salarié ou votre ordinateur et votre firewall, en tout cas le moyen que vous avez mis à disposition pour mettre en place le VPN, sauf que l'utilisateur, il est sur un réseau public. Il est sur son réseau Wi-Fi personnel, il est connecté à sa 4G, donc il est sur un réseau public que vous ne maîtrisez pas. Il n'est pas étonnant, et on l'a vu, on a fait une publication il y a une semaine, il y a une attaque actuellement, bon, en Algérie pas encore a priori, mais dans certains pays dans le monde, sur les modems routeurs de certains constructeurs, notamment D-Link. On sait que D-Link est une marque qui est extrêmement répandue en Algérie. Qu'est-ce que fait
cette attaque-là, elle modifie tout simplement tout le flux. Au lieu d'aller sur des sites Internet que vous souhaitez, tout le flux est redirigé vers un site Internet qui montre une map du coronavirus. L'objectif, c'est que vous puissiez cliquer et ça va télécharger sur le poste de travail un certain nombre de malwares qui vont voler de l'information, etc. etc. À partir du moment où vous avez un malware qui est sur l'ordinateur, même si le flux est crypté entre votre poste de travail et l'infrastructure, potentiellement l'attaquant a pris le contrôle du poste de travail et potentiellement l'attaquant peut mettre en place un certain nombre d'attaques connues, man in the middle par exemple, c'est-à-dire intercepter tout ce qui va passer et intercepter notamment sur le poste de travail tous les identifiants que l'utilisateur va pouvoir saisir, notamment l'identifiant son compte, son mot de passe, mais également la clé que vous avez partagée. Et c'est là où on insiste, où j'insiste personnellement, où le VPN, tel qu'on le connaît aujourd'hui, IPsec ou SSL, ce n'est pas une solution de télétravail. C'est une solution de remote, c'est clair, mais ce n'est pas une solution de télétravail, et on va le voir dans un petit moment. Troisième point, c'est le Shadow IT et les outils non sécurisés. Utiliser des outils effectivement de prise en main à distance qui ne vont pas avoir le minimum en matière de sécurité. On l'a vu avec Zoom. Zoom, depuis très peu, alors que c'est un phénomène qui est connu depuis très longtemps, mais on va dire qu'il y a eu un focus sur Zoom parce que télétravail, parce qu'il a à peu près 20% de part de marché mondial. Donc forcément, les analystes sécurité se sont penchés un peu plus sur Zoom en ce moment. On sait que Zoom aujourd'hui n'est pas un outil qui permet une grande confidentialité. Même s'ils ont mis en place un certain nombre de correctifs, ça reste des outils qui vont faire de la collaboration, qui vont permettre de faire des choses, mais évidemment qui ne vont pas permettre de faire du télétravail de manière sécurisée, même si c'est des outils qu'on voit de plus en plus dans nos entreprises. L'inconvénient des outils gratuits sont extrêmement connus, manque de valeur, très clairement, inefficacité exponentielle et charge administrative pour vous, hein, les IT. Utiliser des outils gratuits, sauf si vous avez des plateformes qui vont permettre de centraliser ces outils gratuits, centraliser leur support, centraliser leur mise à jour. Bon, vous allez plus avoir de problèmes qu'autre chose. Et puis, le risque va être de plus en plus important. C'est sur ces plateformes-là qu'on va voir, évidemment, beaucoup d'attaques, beaucoup de vulnérabilités que vont exploiter les cybercriminels. Et l'exemple le plus concret ces derniers jours, ces dernières semaines, ça reste Zoom. Et puis, le fait d'utiliser des outils gratuits ou payants et surtout d'utiliser des solutions qui ne sont pas communes entre vos utilisateurs, il ne faut pas oublier que vous travaillez dans une entreprise. S'il y a une décision de télétravail semi-généralisée, il est impératif que tout le monde travaille de la même manière. Il n'est pas question d'avoir chez une population TeamViewer, chez une autre population, on publie de l'RDP sur Internet, une autre population pour faire du partage d'écran va utiliser Skype ou Teams. Il est très compliqué en ayant beaucoup de produits différents, à la fois d'assurer la sécurité, mais également d'assurer la mise à jour de ces outils-là. La mise à jour en matière de patch, la mise à jour en matière de risque, et la mise à jour surtout des remontées d'informations sur qu'est-ce qui est utilisé, comment il est utilisé, et est-ce que la sécurité de l'entreprise est toujours respectée avec ces outils-là. La chaîne d'attaque aujourd'hui sur le travail à distance, elle est très claire. Pourquoi? Parce que vous avez une personne de confiance qui est votre utilisateur, vous ou votre utilisateur. Donc, c'est une personne a priori de confiance qui va avoir accès à votre système d'information à travers des outils que vous lui avez mis à disposition. Mais cette personne de confiance, elle est sur un réseau qui, lui, n'est pas du tout de confiance. C'est-à-dire que cette personne de confiance, elle est dans un périmètre qui n'est pas du tout maîtrisé ni par votre sécurité, ni par votre support technique, ni par les moyens que vous avez mis à disposition, classiquement, pour essayer d'avoir une surface d'attaque qui soit maîtrisable. Par exemple, est-ce que l'utilisateur va se connecter à distance avec son propre ordinateur personnel? Est-ce que c'est l'entreprise qui lui met à disposition un ordinateur? On le voit aujourd'hui sur 1000 employés dans une entreprise, les 1000 n'ont pas un laptop. Ça, c'est vraiment une information qu'on gère au quotidien avec nos clients. Ça a été très marquant, très criant. Je dois mettre en télétravail
mes employés, mais j'ai une première barrière sur quel device ils vont travailler. Je n'ai pas prévu que l'ensemble de mes salariés, évidemment, aient des laptops. La grande majorité, ils travaillent avec des ordinateurs de bureau. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je leur donne accès à mon système d'information à travers un ordinateur personnel? Quels sont les risques? Est-ce que j'ai le droit de le faire au regard de la législation algérienne? Est-ce que je peux leur demander de travailler? On n'est pas en train de dire il va se connecter de temps en temps à sa messagerie de son ordinateur personnel. On parle d'outils, on parle de continuer l'activité à travers des devices personnels. Ou au contraire, comme certaines entreprises l'ont fait, mais ça nécessite également d'autres risques, je vais autoriser mes employés à emmener leurs ordinateurs de bureau à la maison. Pareil, quel est le risque post-coronavirus? Quel est le risque pendant le coronavirus? Comment je vais mettre à jour les postes de travail de l'entreprise à l'extérieur? Est-ce que j'ai prévu les mécanismes qui vont permettre de gérer ces machines-là? Et même si c'est le cas, puis post-coronavirus, cette épidémie va bien finir un jour. J'ai 20, 30, 500, 700 ordinateurs et croyez-moi, il y a certaines entreprises qui sont à plus de 1000 personnes qui sont en télétravail aujourd'hui en Algérie. Puis post-coronavirus, lorsque cette population-là va devoir revenir dans mon réseau informatique, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais tout simplement les connecter toujours pour assurer la productivité ou est-ce qu'ils devront passer par un SaaS, les ordinateurs, pour pouvoir les valider, les vérifier en matière de contamination, en matière d'outils mis à jour, avant de les mettre dans mon réseau? C'est toutes ces questions-là auxquelles il va falloir réfléchir et on le voit lorsqu'on voit la chaîne d'attaque, en fait, que la personne de confiance va devenir réellement le principal vecteur du cyberattaquant. Et on le voit depuis quelques semaines, il y a vraiment un changement de comportement des cyberattaquants qui sont en train de s'orienter de plus en plus, non plus vers les systèmes d'information de manière frontale, mais qui vont s'orienter plus vers le résidentiel. Je vais attaquer le résidentiel qui va être moins sécurisé, évidemment, qui va être plus facile. Ils n'ont pas de firewall, ils n'ont pas d'IPS, d'IDS, ils n'ont pas de solutions qui vont permettre de me bloquer, à part éventuellement un antivirus sur le poste de travail. Et on sait très bien aujourd'hui qu'un antivirus seul ne sait pas faire grand-chose. Et donc, je vais m'orienter vers cette population qui, elle, sera une personne de confiance qui va pouvoir se connecter au système d'information. En fait, on donne la clé, tout simplement, du système d'information aux pirates. Et on voit tout de suite tout ce qu'il est capable de faire au niveau du système d'information. Beyond Trust va justement arriver, on va le voir dans un petit moment, pour faire en sorte que cette personne de confiance, avant qu'elle arrive dans mon système d'information, je pars du principe que c'est une personne qui n'est pas de confiance. Pourquoi? Parce que derrière cette personne-là, encore une fois, ça peut être un attaquant. Et je vais m'assurer que l'ensemble des mécanismes qui vont permettre une connexion à distance vont être au fur et à mesure vérifiés jusqu'à vérifier ce que fait la personne dans mon système d'information. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire dans l'application? On va le voir dans un petit moment. Les problèmes qu'on rencontre, vous l'avez compris, vecteurs d'attaque d'accès à distance, informations d'identification non gérées, les outils qui peuvent être utilisés dans l'ombre de l'IT, les outils non sécurisés, et puis incapacité avec le télétravail à atteindre la conformité en matière de cybersécurité. L'objectif et les solutions, ça va être remplacer l'accès tout ou rien par des niveaux d'autorisation précis. Typiquement, quand vous prenez un VPN, il ne faut jamais l'oublier, le VPN, un VPN IPsec, quand vous avez configuré votre VPN IPsec sur votre firewall ou sur votre concentrateur VPN, vous allez mettre en place des paramètres, certes, d'identification ou d'authentification de votre utilisateur. Donc, on l'a vu tout à l'heure, un couple compte, mot de passe avec éventuellement une clé partagée. Éventuellement, pour certains d'entre vous, vous allez mettre de la double authentification. Mais une fois que la personne s'est authentifiée, il y a un canal ouvert entre le poste de travail et mon serveur. Si votre firewall autorise le ping, à travers le canal VPN, l'utilisateur de son ordinateur pourra ouvrir un shell et faire un ping. Si vous avez publié un réseau, supposons que vous avez 3 applications sur 3 serveurs différents et que ces 3 applications sont dans le même segment réseau, si votre VPN autorise votre utilisateur à se connecter sur ce segment réseau, potentiellement, ce qui sera présent sur l'ordinateur aura également accès
à ces 3 serveurs. Si l'utilisateur a le droit d'ouvrir une application web à partir de son ordinateur à travers le VPN, potentiellement, ce qui se trouve sur l'ordinateur pourra avoir accès à l'interface web, avec tout ce que ça nécessite, vous le savez très bien, comme risque. Faire de l'ingestion SQL, enfin, exécuter un certain nombre d'attaques, en tout cas de tentatives d'attaque, sur une page Internet, etc., etc., etc. C'est ça qu'il faut bien comprendre, qu'un VPN SSL ou un VPN IPsec, ce n'est pas en lui-même une solution de télétravail. C'est une solution de remote qu'il va falloir restreindre un maximum. Il y a des solutions pour faire en sorte des solutions purement techniques, hein, des solutions de bon sens qui vont permettre de confiner un maximum le data center, de confiner un maximum mes applications, de confiner un maximum l'exécution de mes processus pour faire en sorte qu'un utilisateur, à travers un VPN, ne puisse pas exécuter tout ce qu'il souhaite. Mais ce qui sera impossible de faire, c'est que si vous donnez l'accès à une application à travers un VPN IPsec, cet accès-là, la personne qui sera connectée à l'ordinateur, que ce soit votre utilisateur ou que ce soit un attaquant, il aura exactement les mêmes accès. Et le danger, il est là. Et c'est là où, effectivement, on va le voir dans un petit moment. Donc, c'est très important de remplacer l'accès tout ou rien. Un VPN, on vient de le voir, c'est tout. Si vous n'avez pas de VPN, c'est rien. Par des niveaux d'autorisation précis. Il va falloir également pouvoir stocker et gérer les informations d'identification. C'est vraiment le Graal pour un attaquant. Sans identifiant, sans privilège, l'attaquant ne va pas très loin. Il a besoin de privilèges pour pouvoir faire ses méfaits. Il va falloir mettre en place, on va le voir, des processus d'identification à travers un coffre-fort qui soit intégré à la solution d'accès à distance. Et puis évidemment, consolider en une seule solution. Aujourd'hui, avec un VPN IPsec ou un VPN SSL, lorsque vous avez un utilisateur qui a un problème d'utilisation d'une application, comment vous faites? Vous l'appelez au téléphone, vous prenez la main à distance. Comment vous prenez la main à distance sur un ordinateur personnel, sur un laptop qui n'est pas connecté à votre réseau? C'est compliqué. Est-ce que vous utilisez un autre outil? Est-ce que vous avez la possibilité de partager l'écran? Est-ce que vous avez la possibilité d'enregistrer ce que vous êtes en train de faire pour éventuellement lui envoyer la méthode? L'idée, en fait, à travers Beyond Trust, c'est d'utiliser le même outil d'accès à distance pour pouvoir également faire du support à distance. Et puis, évidemment, activer les fonctionnalités qui répondent aux exigences de conformité. Lorsqu'on accède à une infrastructure, lorsqu'on accède à une application, il y a des conformités en matière de sécurité et il est hors de question, parce qu'on est en télétravail, d'accepter de réduire son niveau de sécurité. Comme on l'a vu tout à l'heure, le vecteur d'attaque principal actuellement, c'est le télétravail. Donc c'est là où il faut renforcer nos moyens de sécurité, c'est là qu'il faut renforcer notre vigilance en matière de sécurité. Stocker et gérer toute l'information d'identification dans un coffre-fort intégré, ça on va le voir dans la démo. En fait, l'idée tout simplement, c'est de se dire de quoi a besoin l'utilisateur. Il a besoin de quoi exactement? Est-ce que j'ai besoin qu'il ait l'ensemble des identifiants d'accès à distance l'accès à distance, est-ce qu'il a besoin, lorsqu'il est chez lui, d'avoir l'ensemble des mots de passe, d'accès à sa session, d'accès à ses applications? Moi, je pense que non. Nous, chez Unidé, on pense que non. On pense qu'il a besoin d'avoir un niveau d'accès, évidemment, sinon il ne pourra pas se connecter. Il a besoin d'avoir un niveau d'authentification avec une double authentification, mais les crédentiels qui lui permettent d'accéder à l'application métier, les crédentiels qui lui permettent d'accéder à tel ou tel outil qui sont dans votre data center, ce n'est pas nécessaire qu'il ait accès. Surtout, encore une fois, on ne sait pas qui est derrière la machine réellement. Les sessions doivent être automatiquement détectées. L'idée, ce n'est pas de se dire, il faut absolument que je me connecte sur mon firewall pour voir combien j'ai de VPN qui sont actifs actuellement et qui est derrière les VPN. Il est important que dès que j'ai une session qui s'ouvre sur mon application, sur mon serveur, sur mon infrastructure, que je puisse automatiquement être alerté qu'il y a quelqu'un qui est en train de travailler à distance. L'objectif, c'est de pouvoir toujours faire de la sécurité
encore une fois, zéro trust, zéro confiance. On est en train de parler d'accès à distance. Et donc, si j'ai 2 accès à distance, c'est gérable. Si j'en ai 100 ou 150, ça devient un peu moins gérable. Qui réellement, derrière ces 150, est un utilisateur véridique? Est-ce que je n'ai pas un attaquant qui a profité de mon VPN pour accéder à mon système d'information? Aucun justificatif d'identité, en particulier le mot de passe, ne quitte l'organisation et n'est pas saisi. Ça, c'est très important, j'insiste vraiment dessus. Nous ne sommes pas en train de communiquer un compte et un mot de passe à un utilisateur qui est à l'intérieur de mon LAN, qui est à l'intérieur de mon système d'information. L'utilisateur, il est à distance et donc potentiellement, je pars du principe que derrière cet utilisateur, ça peut être un attaquant, un hacker. Et puis, il y a des mécanismes également qui sont recommandés sur certaines applications critiques. Pourquoi pas de dire, à chaque fois que je me connecte sur une application, surtout quand je suis à distance, finalement, le mot de passe que j'ai utilisé hier, ce n'est pas le même que je vais utiliser aujourd'hui. Est-ce que la solution n'est pas capable de faire de la rotation automatique de mots de passe pour chaque nouvelle connexion? Et on va le voir dans un petit moment, notamment avec Mohamed. Et puis, encore une fois, consolider tout ça en une seule solution. Permettre aux équipes IT, à vous, qui faites en sorte au quotidien que l'infrastructure soit disponible, que l'infrastructure soit sécurisée, que les accès soient efficients au sens sécurité du terme, soient contrôlés réellement, faire en sorte que vous soyez beaucoup plus efficace lorsque vous allez mettre à disposition du télétravail. Faire en sorte également que la solution qui permet de faire du télétravail puisse s'intégrer avec les outils existants. Faire en sorte, évidemment, de réduire les coûts. Et puis, on ne le dira jamais assez, atteindre la conformité. Ça, c'est très important, de ne pas réduire son niveau de sécurité en télétravail. Au minimum, avoir le même niveau de sécurité, voire l'augmenter, tout simplement parce que le vecteur d'attaque aujourd'hui se déplace progressivement et de manière accélérée vers la population qui est en télétravail. Ça, c'est les différentes normes qu'il faut respecter, évidemment. Identifier très concrètement, lorsqu'on parle de normes de sécurité, ils sont tous d'accord sur un point. Il est important d'identifier et d'enregistrer qui se connecte à mon système d'information, qu'il soit dans le LAN ou à distance. Qu'est-ce qui se connecte? Quoi, concrètement? Quel est le device qui se connecte? Où il se connecte? Vers quoi il est en train de se connecter? Est-ce qu'il se connecte à un segment où il y a 10 machines? Est-ce qu'il se connecte à une seule machine? À l'intérieur de cette machine-là, est-ce qu'il se connecte à une seule application? Ou est-ce que finalement, il se connecte, je ne sais pas en fait. Il se connecte sur un segment réseau. A priori, il a eu cet accès pour pouvoir travailler sur 2 applications, mais réellement, sur le terrain, je ne sais pas. Je ne sais pas où il se connecte. Et puis quand, évidemment. Est-ce qu'il a besoin d'avoir un accès 24/24, 7 jours sur 7? Ou est-ce qu'il a besoin d'avoir un accès uniquement de 8 heures à 16 heures? Parce que c'est un utilisateur qui a besoin d'accéder à une application métier et a priori, après 16 heures, il n'a pas besoin de s'y connecter. Et s'il doit se connecter en dehors des heures de travail, il doit avoir la possibilité de soumettre une demande automatique à son supérieur hiérarchique qui va lui accorder automatiquement et qui va provisionner les accès automatiquement dans le système d'information. Et non pas avoir potentiellement des dizaines, voire des centaines d'utilisateurs qui vont théoriquement pouvoir se connecter à n'importe quelle heure et de manière opérationnelle, je n'aurai pas la possibilité de les contrôler. Est-ce que réellement, à 2 heures du matin, j'ai un individu, un salarié, qui se connecte, peut-être pour avancer son travail, mais derrière cet utilisateur, est-ce que c'est un de mes salariés ou peut-être que c'est un cyberattaquant? Donc c'est très important vraiment de voir cette problématique-là, de ce spectre-là également. Les questions à poser par rapport aux accès à distance, est-ce que je peux définir un accès granulaire? Un petit peu comme lorsqu'on fait un backup, est-ce que je peux backuper de manière granulaire mes données? Et donc, est-ce que je peux les restaurer de manière granulaire? En fait, c'est exactement la même chose lorsqu'on a un accès à une application, à un système d'information. Est-ce que je vais pouvoir donner un accès granulaire à l'application près? Ou est-ce
que je suis obligé de donner un accès à tout mon data center, à un segment réseau, à tout un serveur? La réponse, vous la connaissez évidemment. Il va falloir pouvoir donner un accès granulaire. J'ai 500 utilisateurs. Sur ces 500 utilisateurs, j'ai un tiers qui ont accès exclusif à une seule application métier. Il va falloir les autoriser exclusivement à accéder à cette application. Il ne faudrait pas que mon VPN, comme on l'a vu tout à l'heure, soit une faille de sécurité. Avez-vous un seul chemin pour les approbations et les notifications? Je vous donne un exemple très clair. Un accès distant, potentiellement, c'est un accès sur mon firewall. Donc, le firewall va émettre des notifications, puisqu'il va avoir des accès externes. Donc, il va enregistrer un certain nombre d'éléments dans sa base. Quand je vais démarrer mon VPN, le firewall va également faire un certain nombre de choses. Une fois que mon VPN va être ouvert, je vais lancer mon application. Ben, mon serveur qui va héberger mon application va également émettre un certain nombre de notifications. Il suffit que ce soit un serveur base données avec en 3 tiers, donc potentiellement c'est 3 mécanismes qui vont s'affoler, ma base donnée, mon application, mon serveur web, qui va également enregistrer des logs. Comment vous allez gérer tout ça? Comment vous allez gérer, est-ce que mon utilisateur, qui lui ne souhaite faire que du télétravail pour pouvoir continuer son travail, je vais m'assurer, sans le déranger, sans l'embêter, que c'est bien Mohamed Malek qui est en train de se connecter à distance sur son application métier, que ce n'est pas un hacker derrière. Avec autant de plateformes qui vont loguer, qui vont émettre des notifications, ça va être très compliqué de le faire. Il est très important d'avoir un seul chemin qui va me permettre à la fois d'avoir les approbations. Oui, je donne accès à un device. Oui, je donne accès à un utilisateur. Oui, je donne accès à une application. Oui, je donne accès à cette application-là, à ce device et à cet utilisateur-là dans une plage d'horaire stricte. Je vois qu'il y a pas mal de questions. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de questions pertinentes justement par rapport à l'accès VPN et j'essaye d'y répondre au fur et à mesure. Si mes réponses sont pas très claires, j'essaye de les intégrer dans ma présentation. Si les réponses sont pas très claires, n'hésitez pas évidemment à intervenir. N'hésitez pas à intervenir au fur et à mesure. Question à poser également lorsqu'on met en place du télétravail. Est-ce que vous gérez en toute sécurité les informations d'identification pour les employés et les fournisseurs qui sont utilisés pour l'accès à licence privilégiée? Lorsqu'on parle de télétravail, il faut bien comprendre que la population, elle est globale. C'est les utilisateurs, donc les employés, au sens les employés qui aujourd'hui accèdent à mon système d'information pour pouvoir faire leur travail au quotidien, les applications métiers, la messagerie, etc. C'est mes équipes IT qui vont devoir continuer à faire leur travail au quotidien en télétravail. Et puis, c'est également mes prestataires, mes sous-traitants. Si vous avez des contrats de maintenance avec un sous-traitant SAP, avec un sous-traitant sur vos infrastructures, et que vous avez l'habitude que ces sous-traitants puissent vous aider sur site, ils ne vont pas pouvoir se connecter chez vous. Il va falloir leur proposer des outils pour qu'ils vous aident à distance. Certains l'ont déjà fait. Vous avez déjà des accès distants prévus depuis de longue date contractuellement pour que le prestataire ERP, le prestataire métier puisse se connecter à distance et faire son travail de maintenance. Il va falloir continuer à le faire de manière sécurisée. Êtes-vous en mesure de capturer des données de session détaillées en temps réel ou post-session pour examiner les conformités? Vous avez un utilisateur qui s'est connecté à distance, qui a travaillé toute une journée. 2 jours après, vous avez un incident sur une application. Quid? Est-ce que c'est une attaque? Est-ce que c'est les utilisateurs? Comment faire la différence? Est-ce que le travail a été enregistré? Est-ce que la session d'utilisateur a été enregistrée à des fins d'investigation? Ça, on va le voir tout à l'heure. Mais ce qui est très clair, c'est que, et ça, je pense que vous l'avez tous compris, sans piste d'audit, il n'y a aucune sécurité. On l'a vu chez pas mal d'entreprises qu'on accompagne en matière de cybersécurité. Lorsqu'on subit une tentative de cyberattaque,
la première chose à ne pas faire, et souvent c'est ce qu'on fait malheureusement, c'est qu'on éteint les machines, de peur que la cyberattaque se propage. C'est la chose à ne pas faire. Pourquoi? Parce qu'on perd beaucoup de pistes d'audit. Il faut juste déconnecter vos machines du réseau et laisser les machines allumées. Sans piste d'audit, aucune sécurité. Si vous n'avez pas de log, si vous n'avez pas de moyens qui vous permettent de retracer une session, de retracer ce qui a été fait dans votre système d'information, surtout avec un accès distant, à part savoir qu'un tel s'est connecté ici, mais ça ne vous dit pas grand-chose, puisque comme on l'a vu tout à l'heure, un VPN IPsec, pourtant c'est ce qui est aujourd'hui en connexion à distance le plus utilisé, ne va pas pour autant empêcher qu'un attaquant qui a pris le contrôle de la machine de votre utilisateur ne puisse se connecter par ce VPN qui est crypté vers le serveur et au minimum avoir l'accès à l'interface de connexion de votre application métier. Ensuite, en fonction de sa compétence et de sa motivation, il va outrepasser cette interface de connexion pour pouvoir hacker votre machine, élever ses privilèges et faire ce qu'il a à faire sur le serveur. Mais est-ce que vous avez les pistes d'audit, les logs, les sessions qui vont vous permettre de retracer tout ça et surtout de mettre en évidence la responsabilité? Est-ce que c'est une attaque? Est-ce que c'est l'utilisateur qui a fait n'importe quoi sur mon système d'information? Ça, c'est un élément sur lequel j'insiste qui est extrêmement important, d'autant plus lorsque vous êtes sur une frontière qui n'est pas claire. Est-ce que le poste de travail à distance fait partie de mon système d'information? Il va falloir commencer à le prendre en compte comme tel. Le poste de travail qui est à distance de mon employé va devoir être intégré dans mon système d'information, tout simplement parce qu'il va manipuler des données, il va accéder à des applications, et donc je vais devoir le prendre en compte, si ce n'est en matière de sécurité. On arrive au vif du sujet. Beyond Trust, c'est trois plateformes. La plateforme PAM, donc Privileged Password Management. Je vais pas parler de cette plateforme-là. C'est la plateforme Endpoint Privilege Management et c'est la plateforme Secure Remote Access. On va se focaliser évidemment sur cette plateforme-là. Ce qui est très important, c'est que, et on le verra à la fin, c'est un acteur incontournable aujourd'hui dans le domaine de la cybersécurité, pas n'importe quelle cybersécurité, la cybersécurité des accès à privilèges. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a fait le choix de présenter Beyond Trust, tout simplement parce qu'il y a réellement un changement fondamental de méthode d'accès à distance. Vous l'avez bien compris, et on l'a vu tout au long de ce webinaire, c'est peut-être gros ce que je vais dire, le VPN tel qu'on le connaît est mort. Il va falloir passer à des solutions beaucoup plus granulaires, à des solutions qui prennent en compte la réalité d'aujourd'hui. Le VPN existe quasiment depuis aussi longtemps que le firewall existe. Évidemment, les firewalls des années 90 ne sont pas les firewalls d'aujourd'hui. Donc, il est extrêmement important que le VPN évolue également. Le VPN tel qu'on le connaît, le VPN IPsec, le VPN SSL, existe. Moi, je me rappelle, dans les années 90, lorsqu'on devait faire du remote sur l'infrastructure de l'entreprise, on se connectait en VPN SSL. Il y a eu des concentrateurs VPN qui ont été mis en œuvre, Cisco en particulier. 20 ans ou 25 ans après, il est extrêmement important de croire, vraiment de comprendre que le VPN est mort, qu'il va falloir trouver autre chose que le VPN pour assurer la sécurité du télétravail. C'est la raison pour laquelle on a été extrêmement séduit, extrêmement impressionné, et vous allez le voir dans un petit moment par la démonstration technique, par le niveau à la fois de sécurité, mais également le niveau de compréhension de ce besoin-là. Qu'est-ce que c'est que le télétravail? Est-ce que c'est un informaticien qui se connecte à distance, qui a priori, on espère, aura un ordinateur nettoyé de toute contamination, et encore, ou est-ce qu'on est en train de parler d'une population qui potentiellement n'a pas de compétences informatiques, n'a pas un informaticien sous la main et qui va se connecter à partir d'un ordinateur qui potentiellement, et c'est ça qu'il faut vraiment se dire, est infecté. Comment faire pour allier les deux? Un ordinateur que je ne maîtrise pas, pourtant il va falloir lui donner accès
à mon système d'information. L'objectif, en fait, c'est de pouvoir sécuriser, gérer, auditer toutes les sessions d'accès à distance de mes employés, de mes administrateurs qui vont continuer à travailler à distance, de mes fournisseurs qui vont, pour certains, devoir m'aider à distance pour faire leur travail et assumer leur contrat, en activant l'accès à distance. D'accord. J'insiste vraiment, aucun VPN requis. On a quelques entreprises, même si elles utilisent BeyondTrust, vont néanmoins, pour des questions historiques, pour des questions d'usage interne, quand même activer le VPN et mettre en place BeyondTrust à distance. Mais on l'a dit à ces entreprises, ça n'a rien, puisque BeyondTrust, c'est déjà encrypté. C'est-à-dire que toute la communication entre le poste de travail et vos applications va être totalement chiffrée. Donc en fait, on va encrypter dans un tunnel déjà encrypté. Bon, à part ralentir, vous savez, lorsque vous encryptez, vous ralentissez un peu vos flux, ça ne va pas apporter plus de sécurité que ça. Donc, activer l'accès à distance, déployer de manière flexible cette solution-là. On le verra que c'est extrêmement simple à déployer. Et puis, évidemment, avoir un niveau de sécurité, un niveau de conformité qui soit suffisamment mature en matière de protection de vos données sensibles, en matière de création de pistes d'audit et de pouvoir avoir des rapports qui vous permettent de surveiller à la fois vos sessions en temps réel, de savoir qui est connecté, où sont connectés cette population-là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire concrètement sur mon système d'information. Est-ce que j'ai une connexion déviante? Est-ce que j'ai une connexion qui n'est pas normale? Et qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Donc, de pouvoir voir ce qu'elle est en train de faire, cette session-là, et puis de faire des analyses post-session. Une fois que mes utilisateurs se sont déconnectés, pouvoir faire de l'audit régulièrement sur ce qui s'est passé hier, ce qui s'est passé la semaine dernière, etc., etc. De faire vraiment de la sécurité tout au long de mes accès distants. L'offre BeyondTrust Secure Remote Access, c'est deux plateformes, Remote Support, on ne va pas en parler, et puis PRA, c'est l'objet d'aujourd'hui, Privileged Remote Access, qui va offrir aux utilisateurs de l'entreprise un accès distant au système, j'insiste, sans VPN. Cas d'utilisation à distance, bon, support utilisateur, bureau et appareil. Vous avez besoin en tant qu'IT de pouvoir prendre à distance la main sur les postes de travail de vos utilisateurs comme vous le faites au bureau. Il va falloir pouvoir le faire avec une solution de télétravail. Vous souhaitez améliorer les flux de travail. Par exemple, vous avez des collaborateurs qui travaillent entre eux, qui collaborent entre eux, ils vont pouvoir travailler, collaborer. Quand je dis collaborer, c'est exactement comme ils le font à la distance près lorsqu'ils sont au bureau. Typiquement, je vous donne un exemple. Vous avez un comptable qui travaille avec son collègue comptable. Au bureau, c'est simple. Ils vont dans une salle de réunion, ils travaillent. Au bureau, c'est simple. Il se lève, il fait 2 mètres et il va voir son collègue. Lorsqu'on est à distance, c'est compliqué. On a le téléphone, on a éventuellement les outils qu'on ne recommande pas d'utiliser, qui vont être gratuits, etc. Ou bien vous avez une solution d'accès à distance qui va permettre de le faire, de pouvoir partager l'écran tout en respectant la sécurité, tout en respectant les niveaux de privilèges que vous aurez ou pas accordés. Il va pouvoir partager son écran avec uniquement la population que vous aurez autorisé à pouvoir partager et avec qui le partager, encore même pour faire de la collaboration pure. Mohamed, je pense qu'il a un exemple par rapport à ça. Et puis évidemment, la partie conformité, j'insiste vraiment dessus parce qu'encore une fois, le télétravail est une chose, le sécuriser en est une autre, et il est important de sécuriser malgré le fait que nous soyons en télétravail. Le top différenciateur de ce type de solution, évidemment conçu pour avoir un bureau à distance, pouvoir travailler à distance, c'est une solution qui est sécurisée dès la conception, la notion de security by design. Donc, dès la conception de la solution, la sécurité a été prise en compte, c'est-à-dire de mettre en place une solution de télétravail qui va respecter la sécurité et non pas avoir une solution de télétravail qui, au final, a des trous, donc il faut la sécuriser sur le tas. Dès le départ, la solution a été réfléchie de manière sécurisée. Le déploiement, il faut absolument qu'il soit simple et flexible. Et puis, évidemment, on l'a vu tout à l'heure, une solution unique pour chaque besoin. Ça veut dire avoir la même plateforme, à la fois pour télétravailler,
à la fois pour pouvoir s'authentifier avec de la double authentification, à la fois pour pouvoir partager son écran, à la fois pour pouvoir enregistrer les sessions, pour pouvoir faire, et en tout cas faire de l'audit en cas de comportement suspect, en cas de phénomènes particuliers sur le système d'information, etc., etc. Les fonctions d'assistance à distance, je pense que c'est clair. L'accès et le contrat à distance, la collaboration, la possibilité d'avoir des autorisations et des privilèges totalement granulaires, ça j'insiste vraiment dessus. Je n'ai pas besoin de donner accès à l'IP de mon serveur pour que mon utilisateur à distance puisse lancer son application web. Je vais autoriser exclusivement l'application. Vous allez voir, c'est assez extraordinaire comment c'est fait, le niveau de sécurité que ça peut apporter. Le fait de pouvoir faire de l'intégration avec mes outils existants. Vous avez un SIEM, l'outil va permettre d'être connecté à un SIEM. Vous avez des outils de ticketing, l'outil va être capable de s'intégrer à votre outil de ticketing. Pour résumer, avec ce type de solution, vous allez protéger les accès à distance, donc empêcher l'aggravation des privilèges en appliquant le moindre privilège pour vos actifs. Ça, j'insiste vraiment dessus. D'accord? Vraiment, le moindre privilège pour vos actifs. L'objectif, c'est vraiment d'avoir zéro confiance. Donc, à partir du moment où j'ai zéro confiance, je ne donne que ce qu'a besoin l'utilisateur, non pas l'accès à toute une machine, à tout un segment, l'accès uniquement à son application. Le développement flexible, l'intégration, la possibilité d'avoir ce type de télétravail avec le même niveau de sécurité, la même flexibilité, que ce soit à travers un laptop, à travers un mobile, à travers une interface web, on le verra dans un petit moment. Et puis évidemment, je le redis, la possibilité de faire des audits et d'être en conformité. Typiquement, aujourd'hui, on le voit énormément, le fait que nous ayons des entreprises qui vont ouvrir des accès RDP, donc ils vont publier leur serveur Windows qui a, alors soit à des fins d'administration, donc l'équipe informatique pour pouvoir accéder à distance depuis la maison va publier son serveur Windows en publiant le protocole RDP sur Internet, ou bien le protocole SSH, ou bien j'ai une application qui est sur un serveur Windows, je vais mettre en place une machine avec le rôle RDS et je vais publier mon application toujours sur le port 3389, le port RDP. Évidemment, en matière de sécurité, c'est pas à faire, c'est vraiment pas à faire. Ça fait partie des principales attaques, hein, l'attaque des ports RDP. Donc, ce type de solution Beyond Trust PRA va éliminer les connexions moins sécurisées. Vous allez avoir qu'un seul port qui va être ouvert, on va le voir tout à l'heure, entre votre réseau protégé, votre DMZ, et le réseau Internet, et aucun port ouvert entre votre réseau interne et la DMZ, si ce n'est le port 443, et on le verra dans un petit moment. Vous allez renforcer vos utilisateurs, ça c'est extrêmement important, le fait de les mettre dans un environnement qui soit totalement sécurisé. Vous allez renforcer le travail à distance, vous allez pouvoir masquer les crédentiels, le fait d'avoir un coffre-fort, un mot de passe, vous allez masquer totalement les identifiants de connexion, notamment les identifiants de la dernière ligne, ceux qui permettent de vous connecter, vous ou vos utilisateurs, aux applications métiers, aux serveurs, etc., etc. Et puis évidemment, vous allez diminuer le risque de vulnérabilité sur les applications ou les services. Ça, on va le voir avec Mohamed, puisque à aucun moment, même si l'utilisateur a accès à son application à travers son ordinateur, à aucun moment, l'application réellement ne sera disponible sur le poste de travail. Je sais que c'est peut-être un peu complexe à comprendre, il va falloir faire la démonstration, mais concrètement, l'application ne sera pas disponible sur le poste de travail, alors que l'utilisateur va pouvoir travailler dessus. Du coup, même si l'application a certaines vulnérabilités, ils ne pourront pas être exploités à distance, puisque réellement, l'application n'est pas disponible techniquement sur l'application. C'est un autre mécanisme qui est utilisé, et on va le voir dans un petit moment. Ça, c'est le type de déploiement standard d'une solution, de la solution Beyond Trust PRA.
vous le voyez, hein, entre votre réseau local, que vous ayez plusieurs VLAN pour votre réseau local, et la solution Beyond Trust, il n'y a pas de connexion entrante, c'est-à-dire de la DMZ vers votre réseau local, aucune connexion entrante nécessaire. Au niveau firewall, on n'ouvre rien. Toutes les connexions vers la DMZ pour les assets, pour les applications qui ont besoin d'être accédées à distance, ça va être une communication depuis le réseau local vers la DMZ. Ça déjà, c'est un changement fondamental par rapport au VPN. Lorsque vous mettez en place un VPN, quel que soit le VPN, VPN IPsec, VPN SSL, quel que soit le niveau de VPN, quel que soit le constructeur que vous allez utiliser, c'est le mécanisme de base d'un VPN, vous allez devoir ouvrir des flux entre votre firewall et l'application, le serveur, en tout cas le réseau auquel l'utilisateur a besoin d'accéder. Donc ça veut dire très concrètement que vous allez ouvrir un flux sur un réseau privé entre le poste de travail de votre utilisateur qui est chez lui et votre serveur. Et sur ce flux-là, vous n'allez rien voir, strictement rien voir, c'est crypté. Donc, si c'est crypté, vous ne pouvez strictement rien voir. Si vous avez un malware qui remonte, vous ne le verrez pas. Enfin, si, vous le verrez une fois qu'il arrivera sur votre serveur et qu'il fera des dégâts. Si vous avez un attaquant qui lance des requêtes à travers le poste de travail sur votre réseau local à travers le flux VPN, vous ne pourrez pas les voir, si ce n'est votre serveur qui va accueillir ces requêtes-là et qui pourra éventuellement réagir en fonction des protections que vous avez mis en place. Si votre serveur web est derrière un WAF, le WAF va réagir. Si votre serveur est derrière un IPS, l'IPS va réagir. Si votre serveur a un antivirus de qualité, l'antivirus va pouvoir réagir. Il suffit que votre plateforme web ou votre OS ou votre application ait une vulnérabilité qui ne soit pas corrigée pour que vos protections ne voient que du feu et que l'attaque puisse aboutir. Et c'est ça vraiment le différenciateur fondamental entre une solution de télétravail sécurisée comme celle de Beyond Trust et un VPN comme ce qui est utilisé aujourd'hui par beaucoup d'entreprises en Algérie. Alors, on va passer à la démonstration. J'espère que Mohamed est toujours avec nous. Alors, le temps qui se connecte, je vais répondre à certaines questions. Oui, il est là, Mohamed, je l'entends. Je vais répondre à une ou deux questions. Est-ce que nous pouvons utiliser la solution PRA en même temps qu'un VPN? Oui, même si personnellement, je l'ai dit tout à l'heure, ça n'a pas de sens, hein, si ce n'est alourdir la connexion. C'est-à-dire que vous allez encrypter un trafic avec Beyond Trust dans un trafic encrypté. Donc vous allez lancer Beyond Trust, le télétravail, l'accès à une application qui sera déjà cryptée à l'intérieur d'un tuyau crypté. Donc vous allez alourdir le trafic, mais en matière de sécurité, ça n'apporte rien de plus. Maintenant, on sait qu'il y a des entreprises, par expérience, par usage, par historique, qui vont continuer parce que les clients sont déjà déployés sur les ordinateurs. Voilà, bon, à défaut de ne pas apporter de sécurité, ça n'enlève pas de sécurité, si ce n'est encore une fois alourdir la connexion. J'ai une autre question, celle-là on va y répondre justement dans la démonstration. Il y a beaucoup de questions qui sont semblables, notamment est-ce que la solution Beyond Trust est valable pour les administrateurs? Oui, j'en ai parlé également tout à l'heure. C'est la même solution, c'est ça qui est unique, la même solution qui va être utilisée pour à la fois faire du télétravail pour les employés de l'entreprise des autres structures que l'IT et l'IT, mais également pour les équipes d'un prestataire. L'idée, c'est d'utiliser exactement les mêmes mécanismes de sécurité pour faire du télétravail. La différence, elle va être au niveau des privilèges, au niveau des rôles, au niveau de l'affinage des autorisations. Un prestataire aura accès à certaines plateformes, un utilisateur aura accès en simple utilisateur à son application,
un administrateur aura un peu plus de privilèges, pourra aller un peu plus loin, etc. Ce qui sera commun aux trois, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est la sécurité, le fait que le trafic soit totalement crypté, c'est le fait que la session qu'ils sont en train de faire, donc le travail qu'ils sont en train de faire sur votre système d'information va être totalement enregistré au format vidéo. Je vais revenir tout à l'heure pour les applications critiques, pour les systèmes critiques. Vous n'êtes pas obligé de tout enregistrer, mais nous on préconise, lorsqu'il s'agit de télétravail, tout accès externe, il faut l'enregistrer parce que potentiellement, ce n'est pas votre utilisateur, ça peut être un attaquant, donc vous aurez besoin de ces pistes d'audit derrière, même si on verra, il y a des mécanismes pour éviter justement que la session puisse être prise. Et puis également, ce qui va être commun, c'est que vous avez un seul outil qui va vous permettre d'autoriser, d'enlever, de gérer la plage horaire, de gérer qui se connecte à qui collabore avec qui. Enfin, l'organisation de l'entreprise, elle va pouvoir être provisionnée totalement dans la même plateforme, que vous soyez avec un fournisseur, que vous soyez avec un utilisateur lambda, non informaticien, ou que vous soyez avec une personne de l'équipe IT. Voilà, je crois que Mohamed s'est connecté. Oui, je suis là. Voilà, il faut juste que... Alors, bonjour, c'est Marc Mohamed. Donc, je vais entamer la partie technique. Donc, pour se connecter à la machine ou l'appliance de Beyond Trust, vous avez deux choix. Donc, vous pouvez euh, pour se connecter à la machine, Monsieur Zakaria, si je fais juste. C'est bon. OK. Donc, pour se connecter à la machine Beyond Trust, donc il y a deux méthodes. Donc, soit vous utilisez l'application Load. Donc, c'est une application à installer, à télécharger depuis l'URL de votre appliance PAA. Donc, ou vous pouvez utiliser la partie web. Donc, l'utilisateur a deux choix. Donc, soit il utilise le navigateur web pour se connecter aux ressources, soit il utilise l'application qui est installée sur le poste. Nous, par exemple, on préconise ou on recommande l'application parce qu'elle est sur le niveau de compression. Vous allez trouver que la session est plus euh, donc plus fluide. Donc vous trouvez que par exemple Biontros disent que une session RDP donc c'est 4 kilos par seconde. Donc 4 kilooctets par seconde. Donc vous allez avoir un niveau de compression élevé. Donc avec par exemple le simple VPN. Donc, vous allez avoir, par exemple, pour une session RDP, vous allez avoir jusqu'à 125 kilooctets par seconde. C'est par rapport aux couleurs après, mais on trouve que le niveau de compression de la session est plus élevé. Donc par exemple, dans Beyond Trust, il y a la partie double authentification est intégrée. Donc, vous allez juste besoin d'une application tierce. Il y a OT, il y a Google Authenticator. Donc, dans cet exemple, j'ai utilisé l'application OT qui est installée sur mon laptop, mais je peux utiliser, par exemple, une application sur mon smartphone. Mais ce qui est recommandé, c'est d'utiliser une application sur, par exemple, sur un mobile. Donc, un utilisateur, pour qu'il se connecte à Beyond Trust pour pouvoir ouvrir des sessions. Donc, il va juste introduire son login et mot de passe. Donc, après, une demande de vérification de la double, une demande Beyond Trust demande d'introduire le OTP. Donc, lorsqu'on introduit l'OTP,
Donc, on a la session d'utilisateur qui est ouverte. Donc, euh, dans cet exemple, je vais me mettre dans la peau, je vais mettre la casquette d'un simple utilisateur. Donc, par exemple, vos utilisateurs auront besoin juste d'une application web à se connecter. Donc, lorsqu'ils connectent, l'utilisateur trouvera ses autorisations dans cette partie. Donc, il suffit juste de double-cliquer ou un clic droit et faire un jump pour que la ressource soit ouverte. Donc, dans cet exemple, c'est un exemple par exemple, votre utilisateur aura besoin d'accéder à l'ERP, par exemple. Dans ce cas, on accède à Odoo. Donc, l'utilisateur va juste se connecter à cette application. Donc, il peut pas, par exemple, il peut pas changer l'URL dans cette partie-là. Donc, on voit que j'ai pas accès à cette partie d'URL. Donc, par exemple, on trouve, c'est le problème de VPN. Donc, vous autorisez un accès à une machine et l'utilisateur, depuis cette machine, il se connecte à d'autres machines. Donc, dans ce cas, on trouve, par exemple, pour les applications web, que l'utilisateur a droit de se connecter à, à son ERP, par exemple, mais il n'a pas droit, par exemple, à se connecter à la console web de FortiGate ou d'un autre équipement ou un autre serveur. Donc, dans le deuxième cas, on a par exemple une connexion RDP à une ressource distante. Dans ce cas, c'est par exemple une connexion au serveur Active Directory. Donc, l'utilisateur, lorsqu'il double-clique sur la ressource, donc il peut soit introduire un compte spécifique. Donc, par exemple, dans ce cas, je vais introduire mon compte administrateur. Donc, exactement. Donc, dans ce cas, je vais introduire les credentials d'administrateur pour se connecter à la machine, ou je peux utiliser des credentials qui sont stockés dans le coffre-fort à mot de passe de BeyondTrust. Donc, par exemple, lorsqu'on utilise ce compte, là, para.bt-6 admin, donc l'utilisateur va juste choisir le compte d'accès et il va se connecter directement à la ressource. Dans ce cas d'exemple ou dans ce cas, l'utilisateur ne connaît pas le compte d'accès au serveur. Donc, par exemple, vous pouvez utiliser pour la connexion, le compte utilisé, c'est un simple compte utilisateur. Et dans le deuxième, dans la connexion à la ressource, donc il sera un compte admin de domaine ou un compte admin que l'utilisateur ne connaît pas. Donc, le compte utilisé dans ce cas, c'est PRA-6 admin. C'est un compte qui est stocké dans l'appliance ou dans la solution PRA. Lorsqu'on utilise la partie coffre-fort à mot de passe ou le Vault, donc le changement de mot de passe, ça sera programmé. Par exemple, on peut scheduler le changement de mot de passe ou planifier le changement de mot de passe après chaque fermeture de session. Ou par exemple, on peut choisir par exemple, une semaine ou chaque 3 jours, on change le mot de passe. On peut définir une politique de changement de mot de passe. Par exemple, la taille de mot de passe ça sera 50, la taille, ça sera 50. On doit utiliser des caractères spéciaux, on doit utiliser des chiffres, des lettres, des majuscules, des minuscules. Et le point à ajouter, c'est que le compte d'accès ou le compte administrateur, l'utilisateur ne le connaît pas. Donc, si par exemple, mon poste, par exemple, est infecté, donc moi, je connais juste, par exemple, l'attaquant, il pourra juste connaître mon identité et mon mot de passe. Il y a l'OTP qui va me protéger, donc l'OTP qui est installé sur mon téléphone. Donc, un accord, il faut qu'il euh, peut atteindre, peut infecter mon téléphone et mon PC pour avoir accès aux ressources. Donc, dans ce cas,
l'utilisateur ne connaît pas le mot de passe de ce compte-là. Donc, juste pour voir l'expérience utilisateur lorsqu'on se connecte à une machine, donc euh, les utilisateurs vont trouver que la connexion, l'utilisation des serveurs et des machines, ça sera, elle est rapide, donc elle est fluide, donc parce que le niveau de compression est élevé. Euh, on peut, par exemple, on peut dans ce cas, par exemple, c'est pour but de présentation. Donc, il y a, par exemple, le premier exemple, c'est une connexion à un serveur web. La deuxième, c'est une connexion à un serveur RDP avec un compte qu'on ne connaît pas. Le troisième exemple, c'est une connexion vers une ressource, une ressource SSH. Donc, dans ce cas, on aura un accès SSH non avec PuTTY, non avec une solution tierce, mais avec la même console. Donc, on aura accès à notre serveur, par exemple. Dans ce cas, j'ai accédé à ma console, à ma console de Nexpose. Mais, et par exemple, on peut ajouter ou on peut interdire des commandes. Donc, par exemple, un utilisateur qui fait un ping, par exemple, 8888, il peut faire un ping. Mais si, par exemple, il fait ifconfig pour faire un changement de mot de passe, donc la session, elle sera fermée. Donc, l'utilisateur perd son accès à la ressource. Donc, par exemple, on peut ajouter des commandes comme reboot, comme ifconfig, donc pour interdire quelques commandes qui vont infecter ou affecter notre serveur. Donc, ça, c'est pour la partie accès. Pour la partie traçabilité, donc, pour la partie traçabilité, euh, l'application web, le- le- donc, dans la partie report, pour voir, par exemple, les sessions qui ont été déjà initiées ou pour voir les, les sessions, donc on trouve que, par exemple, l'utilisateur Mohamed Malek a connecté à au serveur, l'adresse IP est 235 et on a la durée de cette connexion. Donc, juste pour avoir une, une idée. Donc, par exemple, dans ce cas, donc on a user 1 qui a connecté à la ressource à 50.100 qui est ma machine n'expose et la durée de cette session était de 49 secondes. Donc, on peut télécharger l'interpréteur de commande. Donc, on télécharge le contenu de l'interface CLI ou on peut télécharger euh, le, le transcript de messagerie instantanée. Donc, on peut télécharger par, par exemple, sur une ressource, il peut avoir deux personnes, par exemple, qui se connectent sur la même ressource. Donc, par exemple, un simple utilisateur, user 1, et son manager, par exemple. Donc, je vais juste faire une petite démo sur ce point-là. On peut, par exemple, dans Beyond Trust, on peut créer des teams ou des groupes. Donc, par exemple, le groupe IT, par exemple, ils ont un manager, par exemple, ou un chef d'équipe. Donc,
lorsque les utilisateurs ou les administrateurs lancent une session à une ressource, donc l'administrateur ou le manager a un accès. Il peut soit voir la session qui a été, que ces administrateurs, ces administrateurs ont lancé. Donc, je, je vais juste me connecter au serveur. Donc, un auditeur, c'est le compte avec, c'est le team manager ou le team leader. Donc, ce compte-là, une minute pour avoir l'OTP. Donc, un manager, il peut voir les sessions courantes. Donc, le user 1 a lancé une session vers Server Active Directory. Donc, le manager de ce groupe, il voit que l'utilisateur user 1 a lancé une session vers ce serveur. Donc, par exemple, le manager, il peut visualiser ce que l'administrateur est en train de faire. Donc, dans ce cas, par exemple, lorsque je clique ici, le manager voit ce que l'utilisateur est en train de faire, ou on peut, le manager, il peut, par exemple, prendre le contrôle sur une session. Donc, par exemple, s'il y a si le manager peut intervenir pour faire une action, par exemple, de support ou pour montrer une solution aux ingénieurs, donc il peut prendre la main pour, il peut prendre la main à distance pour régler, par exemple, un problème sur un serveur ou un autre. Donc, pour la partie enregistrement de session, donc, on trouve tous les logs de connexion vers les serveurs. Juste un exemple, hier, j'ai téléchargé un fichier une vidéo qui a été enregistrée sur un serveur. La durée, c'est 9 minutes. Donc, c'est une session où j'ai vraiment travaillé parce que il y avait des modifications, des clics. J'étais en train d'utiliser la session. Donc, on trouve que la taille de cette vidéo est de 1,2 méga. Donc, on trouve que sur la partie enregistrement des sessions, BeyondTrust a vraiment des algorithmes de compression de vidéo. Donc, la taille de la vidéo, vous allez trouver que elle est vraiment mini. Juste un dernier point avant de donner la parole à M. Zakaria. BeyondTrust vous donne la possibilité de créer des comptes, au niveau de l'appliance. Donc, ça, c'est des comptes d'accès aux machines. Donc, on peut faire la rotation de ces mots de passe. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, donc on peut programmer le changement de ce compte, par exemple, chaque jour ou chaque semaine ou après chaque déconnexion. Donc, ce compte-là, le mot de passe de ce compte-là, il va être changé. Donc, sur la partie, je fais juste un dernier point sur la partie intégration. Donc, sur la partie intégration, vous allez trouver que la partie intégration de cette solution ou le déploiement de cette solution est très facile. Donc, il suffit juste de faire l'interconnexion avec votre
Active Directory si vous voulez pour la connexion des utilisateurs, ou vous pouvez par exemple créer des comptes locaux dans l'appliance pour la partie connexion. Donc après, vous ajoutez vos serveurs, vous ajoutez les applications que vous voulez publier. Donc la partie intégration est vraiment simple à déployer. Donc je pense que j'ai fait le tour de la présentation. Merci Mohamed. Merci beaucoup, monsieur. Merci Mohamed. Vous allez rester avec nous puisqu'il y a des questions qui vous concernent. Juste le temps que je partage la fin de la présentation. Notamment, est-ce que le client s'installe sur le serveur ou sur un poste de travail? Le client, vous voulez répondre à cette question rapidement? Oui. Le client que j'ai utilisé dans la partie démonstration, c'est un client qui permet à l'utilisateur de se connecter à. J'écoute. Désolé. Donc, ce client-là que j'ai utilisé, c'est un client qui permet à l'utilisateur d'initier les connexions au serveur. Donc, un utilisateur, il peut utiliser l'application l'application installée, cette application lourde, ou il peut utiliser le web pour se connecter aux ressources. Mais cette application, elle va être installée sur la machine de l'utilisateur s'il veut, par exemple, parce que, comme j'ai dit, lorsqu'on utilise l'application, on trouve que la session est plus fluide qu'en utilisant le navigateur web. Je pense que j'ai répondu. Merci Mohamed. Oui, je pense, oui. Alors, on a eu également des questions par rapport au licensing. Donc, les options de déploiement sont flexibles. La solution se déploie soit en appliance physique, ce qu'on ne vous recommande pas pour beaucoup de raisons. La première des raisons, c'est la barrière du marché algérien. L'appliance arrivera au mieux dans 90 jours, au pire en 2021, avec la fin, on ne sait pas quand, de l'épidémie. Donc, évidemment, on vous recommande les virtual appliances. C'est livré immédiatement, c'est des VM, c'est du licensing, c'est du software. Et puis surtout, c'est scalable, puisque voilà, la solution va évoluer et, avec votre infrastructure, contrairement à une appliance où il faut prévoir la bonne appliance pour vos besoins d'aujourd'hui et vos besoins de demain. La solution également est totalement cloud. On a eu une question par rapport à ça également. Alors, je m'explique. Que vous ayez un environnement hybride, ça veut dire que vous ayez une partie de votre système d'information dans le cloud, une partie on-premise, dans votre infrastructure locale. La solution va s'adapter. Vous allez pouvoir l'utiliser on-premise tout en gérant des assets qui sont dans le cloud. Vous pouvez également avoir la même plateforme Beyond Trust dans le cloud. Donc, vous allez utiliser Beyond Trust dans le cloud, donc chez les serveurs qui sont dans le cloud, tout en faisant ce qu'on vient d'expliquer maintenant. Donc, l'utilisateur, au lieu de se connecter sur un environnement Beyond Trust PRA dans votre local, il va se connecter à une URL qui sera télétravail.votre nom de domaine, qui sera dans le cloud, et les sessions vont être redirigées ici, ou pas. Encore une fois, c'est totalement flexible, soit 100% on-premise local, soit hybride, soit 100% cloud. On a quelques clients qui vont l'utiliser 100% cloud pour des raisons qui sont les leurs. Hein. Mais en tout cas, ça fonctionne évidemment totalement en hybride. En matière de licensing, c'est du perpétuel. Ça veut dire que vous achetez la licence, elle vous appartient. Ensuite, vous avez un support à payer chaque année. Et puis, le licensing, c'est par nœud, donc c'est par IP. Vous avez X adresses IP qui vont se connecter, X adresses IP sur lequel
l'utilisateur va se connecter, sur lequel l'administrateur va se connecter. C'est comme ça qu'on va comptabiliser le licensing pour pouvoir vous faire une offre. Alors, il y a une deuxième question sur la partie licensing. Est-ce que la solution est proposée en licence temporaire? Oui, justement, c'est le slide d'après, justement. Alors, BeyondTrust a fait quelque chose d'exceptionnel actuellement, et nous, on le propose actuellement. C'est-à-dire que on sait qu'on est en situation de crise mondiale, on sait que les entreprises, nos clients en Algérie, ont besoin de mettre rapidement du télétravail sans forcément réfléchir à lancer une consultation, lancer un appel d'offres, choisir le partenaire, bref, le temps de faire la procédure. Peut-être que le coronavirus sera derrière nous et peut-être que l'entreprise n'aura pas mis en place les bons outils de sécurité pour le télétravail. Donc, la solution est totalement gratuite pendant 90 jours. Ça veut dire que vous avez une solution complète, full fonctionnalité, avec toute l'expertise d'une idée qui est mise à disposition gratuitement, ça j'en parlais tout à l'heure, pour un déploiement en production pour vos employés qui veulent faire du télétravail pendant 90 jours. Ça, c'est unique et ça permet encore une fois d'avoir ça. On a pas mal de clients qui l'ont fait, d'avoir ça demain ou après-demain. Et donc d'être capable d'avoir ce type de solution extrêmement performante sans dépenser le moindre centime pendant en tout cas la durée du coronavirus. Alors, très rapidement, et ensuite on passera aux dernières questions qui continuent à arriver. Pourquoi les entreprises choisissent BeyondTrust? Bon, bah, c'est clair, je pense qu'il faut aller sur le cadran magique du Gartner sur les solutions de PAM. BeyondTrust est leader, donc il y en a deux dans le monde qui sont leaders. Vous avez un éditeur qui s'appelle CyberArk, qui est israélien, et vous avez BeyondTrust, qui est américain, qui sont leaders. Donc évidemment, on a fait le choix d'une solution non israélienne. Donc il est leader sur le Gartner, sur Forrester et sur Kubernetes notamment. Donc ça, c'est disponible sur Internet. On vous enverra avec la présentation les différents liens vers les rapports des Gartner, parce que rapport Gartner et Forrester, parce qu'indépendamment du leadership, il faut comprendre pourquoi ils sont leaders. Quelle est la vision de BeyondTrust par rapport au télétravail? C'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Pourquoi BeyondTrust? C'est une plateforme totalement unifiée, vous l'avez bien compris, qui va être capable d'intégrer à la fois les mécanismes de télétravail, les mécanismes de sécurité, les mécanismes d'authentification avec la double authentification, les mécanismes de traçabilité, les mécanismes d'enregistrement de session, les mécanismes de granularité d'accès, tout ça en une seule plateforme. Ça, c'est très important. Pourquoi BeyondTrust? Bon, c'est la présence globale. C'est unique, 20 000 clients dans le monde. On le verra dans le prochain slide, avec une couverture extrêmement importante chez les principales organisations dans le monde. Et ça, c'est extrêmement important. Ils sont vraiment innovateurs en matière de technologie. C'est unique aujourd'hui. Les mécanismes qu'ils ont mis en place à travers la solution PRA sont vraiment uniques et c'est vraiment une rupture technologique par rapport à ce qui se fait depuis au moins 20 ans dans le VPN. Très honnêtement, personnellement, lorsque j'ai testé la solution, il y a quelques temps, lorsque PRA est sorti, c'est bluffant. C'est bluffant pour beaucoup de raisons qu'on a citées tout aujourd'hui. C'est bluffant parce qu'encore une fois, on arrive à comprendre que BeyondTrust a bien saisi les risques d'un accès à distance. On n'ouvre plus un accès VPN sur un serveur ou sur un segment. On va contrôler totalement le flux entre l'utilisateur et l'application. Et comme vous l'avez vu avec Mohamed, lorsque vous publiez une application web, il n'y a aucune injection qui est possible en fait. Aucune injection. L'URL n'est pas disponible, il ne peut pas passer d'une URL à une autre, il ne peut pas passer d'un serveur à un autre, il ne peut faire que ce que l'application lui permet avec tous les mécanismes de sécurité. L'intégration transparente avec beaucoup de solutions, ils sont cités, quelques-unes sont citées là, que ce soit sur la partie gestion des vulnérabilités, la partie SIEM pour ceux qui ont
des SIEM en place, ça va être extrêmement simple de pouvoir faire un retour sur investissement sur vos installations, vos équipements, vos solutions de sécurité existantes. Et ça, c'est extrêmement important lorsqu'on investit dans une solution aussi importante qu'une solution qui permet de gérer la continuité d'activité. Ça, c'est ce que je disais. 72 entreprises sur les 100 plus grandes entreprises mondiales utilisent BeyondTrust. Ça, c'est extrêmement important. Ça veut dire que vous avez les plus grands comptes qui aujourd'hui font confiance pour leur sécurité, à la fois des accès à privilèges, à la fois de l'accès en matière de télétravail à BeyondTrust. Et évidemment, ce n'est pas des entreprises que BeyondTrust a signées pendant le coronavirus. C'est des entreprises qui utilisent cette solution de télétravail, cette solution de sécurité du télétravail bien avant le coronavirus. Voilà, on a fait le tour de la présentation. Je vais prendre quelques questions, quelques dernières questions qui m'ont été données tout au long de la présentation. Alors, il y en a une qui est longue, je vais la citer, qui a été posée il n'y a pas très longtemps. Pour une plateforme serveur applicatif, etc., de métier qui admet des clients, pour ces administrateurs, est-ce qu'il est nécessaire dans configuration de connecter l'appliance BeyondTrust avec tous les serveurs de ma plateforme où la connexion des clients est suffisante? En fait, c'est beaucoup plus simple que ça. Il n'y a aucune connexion, j'insiste vraiment dessus, hein, quand vous aurez la présentation et vous reverrez le schéma, il n'y a aucun flux descendant. Ça veut dire qu'entre la plateforme BeyondTrust, la plateforme PRA, entre l'appliance virtuelle ou l'appliance physique PRA et vos serveurs, il n'y a aucune connexion descendante. Il n'y a que des connexions sortantes de vos serveurs, de vos applications vers BeyondTrust. Ça, c'est très important à bien comprendre. Si vous voulez faire de la sécurité sur l'accès à distance, il faut supprimer tous les accès de vos VPN sur vos réseaux locaux. Et la seule manière de le faire, c'est d'avoir une solution qui permet de le faire. Le VPN ne peut pas le faire aujourd'hui. Pour pouvoir accéder à vos applications en VPN, vous devez autoriser votre firewall pour qu'il connecte, redirige les flux VPN qui arrivent de vos utilisateurs vers vos serveurs. BeyondTrust n'a pas besoin de le faire, ni à travers les clients, des postes de travail pour répondre à la question, ni au niveau des serveurs. Ce qui va se faire, c'est ce que vous a montré Mohamed tout à l'heure, pour l'application web par exemple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déployer un jump agent sur une machine qui sera le plus près des serveurs. Ça veut dire, supposons que vous avez un segment où vous avez vos applications les plus critiques, vous en avez 3. Vous allez déployer dans ce même segment un jump server, c'est un client qui est déployé, et c'est ce jump server qui va initier la connexion avec vos différents serveurs, vos différentes applications. Et c'est ce jump server qui sera connecté sur le port 443 en SSL sur le PRA. Le PRA ne sera pas connecté directement au serveur. Et ça, c'est un niveau de sécurité qui est extrêmement, extrêmement, extrêmement important. J'espère que j'ai répondu à la question. Alors, et si la VM BeyondTrust tombe en panne, est-ce qu'on aura des problèmes d'accès? Bien sûr. En fait, c'est pour ça que, bon, Mohamed ne l'a pas montré parce que la démo ne le permet pas par rapport au délai que nous avons. La solution permet d'être totalement redondante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme votre application métier, c'est comme si je vous posais la question, si votre application métier tombe en panne, est-ce que votre utilisateur va toujours avoir accès à l'application métier? Non. Il va falloir prévoir des mécanismes de redondance, du HA. BeyondTrust, aujourd'hui, la solution PRA, permet de faire, avec la même licence, en fait, du PCA actif-actif, de la continuité de votre activité de télétravail en actif-actif. Avoir 2 plateformes PRA qui vont permettre de travailler en même temps et éviter la panne. Ensuite, évidemment, lorsqu'on mène un projet comme celui-là, il faut prendre en compte les notions de continuité réelle d'activité. Ça veut dire que la VM PRA, il va falloir qu'elle soit sauvegardée. En cas de panne et que vous n'êtes pas capable de redémarrer la seconde pour X raisons, il va falloir redémarrer une VM qui est stockée ailleurs, etc. Ça se gère, hein, ça se gère et ça fait partie de notre accompagnement, de pouvoir mettre à disposition une solution d'accès à distance sécurisée, mais sécurisée jusqu'à la disponibilité. Il est hors de question que PRA tombe en panne et que votre utilisateur ne peut plus accéder à leurs applications. Alors, je vais prendre 2 dernières questions.
Oui, on a eu tout à l'heure, et je l'ai partagé sur le chat de discussion, mais on vous le mettra dans le mail qu'on vous enverra, les différents certificats obtenus par Beyond Trust. J'ai mis un lien avec tous les certificats qu'a obtenu Beyond Trust, que ce soit les certificats par rapport à PCI DSS ou d'autres. N'hésitez pas à les voir, hein. Ils sont leaders, c'est très bien, par rapport à l'industrie. Aujourd'hui, il n'y a probablement pas d'éditeur qui fait la même chose, en tout cas pas aussi bien que Beyond Trust en matière de sécurité, en matière de disponibilité. Nous on l'utilise, hein, chez Unidé. Nous avons pas mal d'entreprises aujourd'hui qui l'utilisent, mais ce leadership, c'est également des certifications de l'industrie. C'est-à-dire que l'industrie, les différentes agences gouvernementales de sécurité ont également certifié. Vous verrez, il y a certaines agences américaines, les plus prestigieuses, qui ont certifié l'outil en matière de sécurité, des organismes internationaux comme PCI DSS qui ont également certifié l'outil. Enfin, encore une fois, le lien sera partagé sur la présentation. Pour ceux qui ont vu le lien sur le chat, vous pouvez y accéder tout de suite également. Alors, une dernière question, comme promis. En combien de temps la solution peut être mise en place si on décide de le faire? Alors, Mohamed en a parlé tout à l'heure. En moyenne, il faut compter 48 heures. C'est aussi simple que ça. C'est pas plus compliqué que ça. Franchement, Mohamed l'a mis en place pour nous, pour une idée, pour nos propres besoins, indépendamment de ce qu'on fait chez les clients. Et voilà, c'est très rapide. C'est une VM qu'il faut télécharger. On vous envoie le lien. Il y a toute une procédure qu'on vous envoie, une procédure de déploiement. Il faut uploader cette VM dans votre environnement VMware ou autre. Ensuite, il faut la démarrer. Il y a des paramètres réseau à indiquer. Ensuite, il y a des étapes clés qu'il faut suivre jusqu'à l'accès à distance, que ce soit provisionner vos applications, provisionner vos serveurs, provisionner vos utilisateurs, faire le lien entre les deux, et ensuite commencer à faire vos tests à partir d'un client distant. Une fois que ça fonctionne, vous allez rentrer dans le détail, qui a accès à quoi, est-ce que j'ai le droit de partager mon écran avec mon manager, comment je collabore, qu'est-ce que j'enregistre, etc. Ça, c'est du détail. Le plus important, ça va être de mettre à disposition la plateforme le plus vite possible pour que je puisse répondre à un challenge que la direction générale m'a demandé, mettre à disposition très rapidement des outils sécurisés pour le télétravail. Ça, c'est 48 heures. Et ça, encore une fois, une idée est disponible pour vous accompagner tout au long de cette période-là. J'espère que j'ai répondu aux principales questions. N'hésitez pas, encore une fois, à interagir avec nous. On va vous envoyer la présentation. Vous avez les coordonnées des équipes Unidé. On est à votre disposition. Avant de finir, je vous rappelle que nous accompagnons les entreprises tout au long de cette épidémie totalement en toute gratuité, avec des séminaires comme on vient de le faire en ligne, avec des guides qu'on publie régulièrement, avec des assistantes très concrètes. Je veux configurer mon firewall pour l'accès à distance. Je ne suis pas certain de l'avoir bien fait. Je ne suis pas certain que c'est sécurisé. Est-ce que vous pouvez jeter un coup d'œil? On prend la main, on le fait pour vous. Je souhaite déployer une solution de télétravail sécurisé. Ça tombe bien, vous avez Beyond Trust PRA qui est gratuite. On le fait pour vous. On vous donne la VM, on accède à distance, on la paramètre, on la sécurise avec vous et vos équipes, et vous pouvez donner accès à vos utilisateurs. Donc, un seul mot, n'hésitez pas à nous solliciter aussi souvent que nécessaire. On se coupe vraiment en quatre pour vous, donc il ne faut vraiment pas hésiter à le faire. Merci beaucoup, merci à l'ensemble des personnes. On a dépassé les 200 personnes, ce qui est rare. On était un peu plus de 100 personnes le 2 avril. Là, nous sommes un peu plus de 200 personnes, ce qui prouve encore une fois que le sujet intéresse, que le sujet il est actuel, et ça c'est extrêmement important. Nous avons par exemple des clients qui ont mis 10, 15 personnes dans une salle, qui ont partagé la conférence pour qu'ils puissent faire bénéficier le maximum. Donc nous sommes dans un sujet qui est d'actualité, mais vraiment le conseil, si je pouvais donner un dernier conseil, il ne faut surtout pas ajouter à la crise
du coronavirus une crise cyber. Les attaquants, actuellement, encore une fois, mutent leurs attaques vers les utilisateurs qui sont en télétravail, qui sont les plus vulnérables. Ne mettez pas des outils qui, demain, vous feront regretter d'avoir mis à disposition le télétravail. Il y a des outils sécurisés qui sont prévus pour ça, qui sont en l'occurrence gratuits. Profitez-en et on est à votre totale disposition. La vidéo du webinaire sera publiée probablement demain sur nos différentes plateformes, à la fois pour que vous puissiez revisionner ce webinaire, le partager avec vos collègues. La présentation également sera partagée sur nos différents réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à la parcourir et à la partager. Et encore une fois, toutes les équipes d'Unidé sont à vos dispositions. Merci beaucoup, encore une fois, d'avoir assisté à ce webinaire et je vous dis à très, très vite pour un nouveau webinaire. Merci, au revoir.